En attendant d'avoir le diaporama, je voulais remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. C'est un grand honneur de parler ici, déjà dans cet endroit, puis aussi à une assemblée d'éducateurs et de futurs éducateurs. C'est un grand honneur, un grand plaisir, mais c'est aussi assez intimidant pour deux raisons. Peut-être que la présence surtout pour ouvrir ces deux journées, la présence d'un spécialiste du cerveau, on va dire, peut en inquiéter certains. Voilà, donc les neuroscientifiques débarquent et vont nous expliquer ce qu'il faut faire, ils vont vous dire que vous faites faux, c'est pas comme ça, le cerveau ça marche comme ci, comme ça, il faut tout reprendre à zéro. Bon, ça c'est pour ceux qui s'inquiètent, mais il y en a peut-être d'autres qui en fait mettent de grands espoirs dans ces nouvelles recherches sur le cerveau par rapport à l'éducation. Enfin, on va savoir exactement comment on fait pour éduquer correctement un enfant, maintenant qu'on en sait plus sur la manière dont fonctionne le cerveau humain. Voilà, donc je pense que je peux être en mesure de rassurer les premiers et peut-être de décevoir les seconds. Il se trouve que je suis assez sceptique en fait sur les possibilités, en tout cas actuelles, des neurosciences de participer à un projet que certains appellent la neuropédagogie. Ça semble complètement prématuré en fait, c'est pas comme si on en savait autant sur le cerveau. Et d'autre part, je suis pas tout à fait certain que c'est le rôle des chercheurs en neurosciences ou d'ailleurs dans tout autre domaine de dire aux éducateurs comment ils doivent s'y prendre et ce qu'ils doivent faire, puisque l'éducation existait largement avant l'existence des neurosciences et de la neuroimagerie en général. Et dans la mesure où l'espèce humaine, dans le fond, est toujours vivante, elle est toujours sur place, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant la presse où les médias se portent peut-être pas si mal que ça dans le fond, il faut croire que les éducateurs ont fait un assez bon boulot, en tout cas depuis l'aube de l'humanité, peut-être dans les espèces qui nous ont précédés, c'était également pas si mal. Alors, est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint sans quoi? Ah oui, il faut que j'ouvre. Voilà, c'était de ma faute en fait. Voilà. Ok, ça c'était pour le préambule. Attends, je vais peut-être faire une série de remarques assez sarcastiques sur ma propre discipline en fait, puisque encore une fois, j'adore mon domaine, les neurosciences et tout ça, mais la neuropédagogie on n'y est pas encore. Et une science du cerveau pour ce qui concerne la sagesse. À vrai dire, j'ai commencé à me penser là-dessus suite à cette invitation. J'ai fait quelques recherches pour voir où était logée dans le cerveau la sagesse. Il se trouve que... Alors j'ai pas trouvé, j'ai imaginé que c'était... Puisqu'on ne sait pas, je l'ai logé dans l'abénula inférieure gauche, qui est une de mes régions du cerveau préférées, puisque personne ne sait à quoi ça sert vraiment. C'est impliqué dans la dépression, la colère, les addictions, l'orgasme, enfin, c'est un de ces trucs bizarres dans le cerveau. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je vous présente un petit peu mon domaine. Les neurosciences cognitives consistent essentiellement à faire un peu de la boucherie, quoi. Vous voyez, c'est pas le truc super technologique, super précis qu'on imagine. On essaie de couper l'esprit aux jointures, hein, comme les bouchers ont appris au fil des siècles à découper correctement un animal. Dans un bœuf, dans un poulet, c'est pas marqué sur chaque partie du corps ce que ça va être comme steak ou comme truc. Il a fallu le découvrir et ça faisait du sens de couper un animal de telle ou telle manière parce que c'était logique, plus pratique, etc. Donc de même, ce que font les neuroscientifiques cognitivistes, c'est de découper l'esprit humain à ses jointures. Et donc, vous êtes peut-être au courant que les êtres humains ne viennent pas au monde avec une sorte de mode d'emploi qui expliquerait comment ça marche.
Donc si un tel mode d'emploi existait, je pense qu'on a dû le perdre depuis longtemps. Et c'est pas marqué sur le cerveau à quoi sert telle ou telle partie du cerveau. En fait, c'est un découpage plus ou moins arbitraire, mais peut-être qui correspond à l'organisation naturelle, biologique, si vous voulez, du cerveau, qui fait qu'on a des dispositifs mentaux, biologiques, qui servent à la perception, donc la vision, l'audition, tout ça, mais aussi au comportement en général, à gérer nos relations sociales, y compris à développer des croyances, à avoir un sens de sa propre identité. Ce genre de choses, on peut travailler dessus avec différentes techniques. Donc, je ne vais pas faire trop de cuisine dans cette présentation, mais grosso modo, nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse un peu au cerveau, en gros. Hein. Donc là, vous avez l'hémisphère gauche d'un cerveau, globalement, comme ça. Donc on s'intéresse un peu à ces différents replis, tout ça, ce qu'on y trouve. Certains de nos collègues s'intéressent à des parties plus petites du cerveau, comme les neurones, les synapses, tout ça. Alors eux, ils vont regarder des protéines, des transporteurs, des molécules, des choses comme ça. À l'image à droite, c'est le système nerveux périphérique, pour vous montrer qu'il n'y a pas que le cerveau, hein, tous les nerfs irriguent le corps, et dans le fond, ce qu'on appelle le système nerveux forme une sorte d'organisme complet, qui dépasse de loin ce qui est logé dans notre boîte crânienne. Alors bon, dans tout ça, dans notre domaine, on essaie de voir quelles sont les bases cérébrales des différentes fonctions, hein, ce qu'on appelait dans le temps les facultés mentales, donc le langage, la perception, le mouvement, l'organisation de l'espace, l'apprentissage. Ce genre de choses. Vous noterez que j'ai pas mis la sagesse là-dedans parce que on est moins ambitieux que ça, quoi. La sagesse, c'est quand même un gros morceau, il s'agirait de le définir, etc. Donc je vais y venir dans un moment pour quand même tenter d'élaborer ce qui pourrait ressembler à une neuroscience de la sagesse, mais quand même avec des gros passages par la psychologie, parce que c'est indissociable, hein. C'est pas les neuroscientifiques qui découvrent la mémoire ou la perception, c'est avant tout les philosophes et les psychologues qui s'occupent de ces choses-là. Voilà. Bon, alors, pour préparer cette présentation, j'ai dû un peu pencher quand même sur ce qu'était la sagesse, donc j'ai appris plein de choses, notamment sur l'idée de qui est sage. Alors là, je suis parti un peu de l'intuition, du sens commun. Je me suis demandé, ah tiens, c'est marrant, c'est quoi la sagesse, qui est-ce qui est considéré comme sage, comme ça. Donc j'ai interrogé un peu les gens autour de moi, j'ai fait des recherches un peu sur Internet, comme ça, c'est pas une recherche très scientifique que j'ai fait, mais j'ai abouti à la conclusion qu'il y a deux types d'individus qui sont considérés comme sages, c'est les enfants et les vieux. Voilà. On dit un enfant il est sage ou il n'est pas sage, et puis on dit ah c'est un vieux sage. Donc entre deux, hein, c'est moi qui balance entre deux âges, comme disait l'autre, c'est comme si en fait il n'y avait plus de sagesse, ça comptait plus, ça n'avait plus d'importance. Bon, j'ai remarqué que l'enfant à gauche, si on y regarde de plus près, il n'a pas l'air si sage que ça finalement, mais c'est pas très important, c'est pour la démonstration que quand on part de l'enfance, on se préoccupe de ce que fait l'enfant, s'il est sage ou pas. Et donc, essentiellement, être sage, quand on est petit, ça consiste à ne pas faire de bêtises. Et puis quand on est vieux, ça consiste à ne pas dire de bêtises. Les enfants, on les félicite quand ils sont sages. Et les vieux sages, comme ça, éventuellement, on va les consulter. Peut-être qu'ils ont quelque chose d'intelligent à dire sur un sujet compliqué. D'accord, donc je vais organiser ça comme ça. Hein. Je commence par l'enfance. Qu'est-ce que c'est que la sagesse chez l'enfant? Alors je commence par la littérature. Donc encore une fois, avant les neurosciences, il y avait quand même d'autres gens qui s'intéressaient à ces sujets, et notamment les écrivains. Alors voici une petite collection de sales gosses dans la littérature, causée par Tom Sawyer, wow, j'ai oublié son nom maintenant. C'était Mark Twain, bien sûr.
Donc Tom Sawyer qui représente un peu la version romantique de l'enfant passage, hein, qui est avide de liberté, qui est paresseux aussi, mais qui est très malin aussi, il est astucieux. Donc comme disait Gaston Lagaffe, c'est quand même du boulot de rien faire, quoi. Il faut s'organiser, il faut ruser comme ça. Donc c'est un peu cette image-là de l'enfant passage. Pinocchio, c'est un peu la quête initiatique, puisqu'il veut devenir un vrai garçon, hein, c'est un pantin en bois, il veut devenir un enfant sage. Mais malgré toute sa bonne volonté, il n'y arrive pas, quoi, parce qu'au fond c'est un pantin, il est facilement manipulable, il cède aux tentations, il fait jamais ce qu'il devrait faire, et il ment évidemment comme on sait tout le temps, mais il se fait facilement trahir, à cause de son nez et tout ça. Donc Poil de carotte de Jules Renard, c'est la version un peu quand même un peu trash, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais là, il est question quand même de maltraitance, hein. C'est une enfance très difficile. Donc c'est un enfant qui est passage, mais il a peut-être des raisons pour ça quand on le lit. Et il y a peut-être deux romans plus contemporains. Celui-là, il est moins connu. Je le signale parce que c'est quand même assez stupéfiant. The Bad Seed de William March, publié dans les années 50. Raconte l'histoire. Alors ce coup-ci c'est une fillette, et c'est une fillette qui est absolument abominable. Là on entre dans un tout autre registre, en fait, c'est dans le registre de... Hein, si les autres personnages ils sont plutôt amusants, ils sont encore lus, ils sont plaisants, ils sont touchants, là on est dans le registre de l'horrible, hein. C'est une fillette qui est absolument abominable. En fait c'est une psychopathe, hein. Un autre psychopathe, c'est Kevin de We Need to Talk About Kevin, donc un assassin en fait. Je vous montre ça pour montrer un peu le continuum de ce que c'est que la sagesse, ou de ce que c'est de ne pas être sage chez les enfants. Ça va de la petite bêtise de l'enfant touchant comme ça, qui se découvre, qui fait des essais, des erreurs dans la vie, à la cruauté, au sadisme pur et simple, qui est quelque chose de beaucoup plus inquiétant, et d'ailleurs très controversé, quoi. C'est quelque chose, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager, à accepter qu'un enfant puisse être pour de bon horrible. Voilà, et surtout pour vous, quoi. Des gens, on espère pouvoir aider tous les enfants d'une manière ou d'une autre, d'envisager que certains enfants puissent tout simplement en fait pas être aidés. C'est quelque chose qui est envisagé en tout cas dans la littérature. Et donc si on prend ces personnages-là, puis le concept de sagesse chez l'enfant en général, considère qu'un enfant il est passage, eh bien quand il désobéit, quand il ment, aussi quand il agit impulsivement, quand il cède à la tentation. Donc en gros, en termes psychologiques, ces concepts-là, disons, peuvent être regroupés sous le concept d'inhibition. Les enfants manquent d'inhibition, c'est plus difficile pour un enfant d'inhiber son comportement que d'agir et de se laisser aller à ses envies, à ses tentations. Les psychanalystes diraient au principe de plaisir, hein. Voilà. Ça a été étudié scientifiquement avec le test des marshmallows. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent le test des marshmallows parmi vous. Vous connaissez un peu ce truc-là. Donc c'est le psychologue Walter Mischel dans les années 60 qui avait eu une idée intéressante pour étudier l'inhibition, donc la résistance à la tentation chez les enfants. Et il leur faisait un test tout simple, il leur donnait un marshmallow, il dit tiens, tu peux avoir un marshmallow. Mais bon, j'en ai d'autres. Si tu peux attendre un moment, je t'en amène un autre. Et donc Walter Mischel sort de la salle pour aller chercher un autre marshmallow, et à ce moment-là on enclenche le chronomètre et on regarde ce que fait l'enfant. Et donc il découvrait avec stupéfaction qu'à l'âge de 4 ans, hein, c'était un peu sa population, à peu près dans les 75-80% des enfants qui au fait mangeaient le marshmallow avant son retour. Ça leur prenait dans les 5 minutes 30 en moyenne. Et bon, après on peut varier l'expérience, hein, on n'est pas obligé d'utiliser des marshmallows, bon ça c'était aux États-Unis, peut-être les enfants aiment ça, c'est peut-être pas le cas partout. On peut aussi varier le nombre de marshmallows, la durée d'attente, etc.
Bon, tout ça n'est pas très surprenant. Si les gens, enfin si vous avez déjà fréquenté des enfants, vous savez qu'ils résistent pas longtemps à la tentation. C'est quand même pas sympa de leur dire ah tu dois attendre, tu vas te passer. Ils détestent ça quoi. En fait, déjà les adultes n'aiment pas beaucoup ça, mais les enfants, en tout cas jusqu'à 6 ans comme ça, ont de la peine à résister dans ce genre de test. Non, l'aspect choquant, c'est quand Walter Mischel a retrouvé ces participants, ces jeunes participants, il en a attrapé une bonne proportion 18 ans plus tard, enfin 14 ans, 18 ans plus tard, comme ça il en a retrouvé plein, parce qu'il avait fait le test à toute une population assez considérable. Et donc ces gosses-là, ils avaient 18-20 ans, ils sortaient du lycée, high school aux États-Unis, et il leur a fait passer toute une batterie de tests et tout. Alors, le truc provoquant, si on veut, assez terrifiant quand on y pense, quoi, c'est que les enfants qui avaient résisté à la tentation, donc à l'âge de 4 ans, étaient plus intelligents, ils avaient des meilleurs scores, ils se débrouillaient mieux à l'école, ils avaient plus de confiance en soi, ils étaient moins sujets à l'anxiété. Il y en avait beaucoup moins qui consommaient des substances illicites, il y avait beaucoup moins de grossesses indésirées chez les filles. C'était un truc hallucinant, quoi, parce qu'un simple test qui prenait dans les 5-10 minutes, hein, le temps de céder à la tentation, elle semblait prédire le comportement des enfants jusqu'à 14, 18, 20 ans plus tard en fait. Et on refaisait des tests à ces adultes de résistance, de patients, pas avec des marshmallows, hein, des tests un peu plus sophistiqués, et on s'apercevait qu'ils n'arrivaient toujours pas à résister à la tentation, ils étaient toujours impulsifs. Et donc il semble qu'on ait une dimension assez intéressante du comportement, quoi, qui est prédictive de tout un tas d'autres comportements qui est pertinent pour la vraie vie, hein. Donc les notes à l'école, fumer, pas fumer, tout ça c'est quand même des choses importantes, et ça semble être lié à une compétence extrêmement précoce de résistance à la tentation. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand on résiste, quoi, à quelque chose? À ma connaissance, on n'a pas regardé ce qui se passait dans le cerveau de ces enfants pendant qu'ils contemplaient un marshmallow, mais en laboratoire, on peut faire d'autres choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est un peu compliqué. Mais ici à droite, dans la figure à droite, c'est les travaux d'un collègue au laboratoire à Fribourg, Lucas Spirer, qui travaille là-dessus depuis un moment. Il fait des tests tout simples, il demande aux gens non pas de résister à la tentation, si on veut, c'est beaucoup plus simple. Ce que les gens doivent faire, c'est appuyer sur un bouton à chaque fois qu'ils voient une lettre apparaître sur un écran, le plus vite possible. Mais ne pas appuyer quand il y a par exemple un X ou une lettre en couleur rouge comme ça. C'est un test qui s'appelle le Go No Go. Vous devez faire Go quasiment tout le temps et No Go de temps en temps, donc vous devez inhiber votre réponse. C'est le test le plus barbant du monde, hein. Il ne se passe rien. Les gens, et ce qu'il fait lui, c'est qu'il entraîne les gens à faire ça. Et donc il a des participants et 1 heure par jour ils doivent appuyer sur un bouton, et pas appuyer sur un bouton pour voir s'il s'améliore au bout d'une semaine comme ça. Donc ouais, il s'améliore, mais enfin on a un peu des discussions intéressantes là-dessus. Lui il trouve ça super encourageant et tout, mais bon, il s'améliore, il gagne 30 millisecondes quoi, après 2 semaines d'entraînement intensif. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est les activations ici du gyrus frontal inférieur, qui est une région qui semble impliquée quand vous ne devez pas faire quelque chose. Et je pense que ça, enfin, peu importe où ça pourrait être ailleurs, quoi. Disons que c'est pas très important ça, mais il y a une région qui est impliquée dans la résistance à l'action. Donc vous avez envie de faire quelque chose, vous ne devez pas le faire, il y a un truc dans le cerveau qui vient vous stopper, et c'est ce fameux gyrus frontal inférieur qui est ensuite connecté à tout un tas d'autres régions. Et ici à gauche, c'est une autre étude un peu plus sophistiquée, c'est le test du marshmallow mais avec des adultes. Mais naturellement c'est pas des marshmallows, c'est du pognon, comme on dit. Et donc ils sont dans un scanner, alors on fait passer des tests comme ça, on dit ah bah tiens, si vous appuyez sur le bouton, vous avez 60% de chance de gagner 5 francs.
Mais si vous attendez 2 minutes, vous avez 40% de chance de gagner 8 ans de francs. Un truc comme ça, vous devez réfléchir quand même, dire ah tiens, est-ce que je ferais pas mieux de le prendre maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, etc. Et donc là aussi, vous avez ces activations cérébrales caractéristiques, disons que on trouve aussi le gyrus frontal inférieur dans cette étude, mais aussi des régions impliquées dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Parce que la mémoire, c'est pas seulement le passé, mais c'est aussi l'anticipation de l'avenir par rapport au passé. Donc ces régions-là sont impliquées dans l'anticipation de ce qui va se produire dans l'avenir. Ok, donc la mécanique de l'inhibition est extrêmement complexe, elle met du temps à se développer au fait. Il y a des grosses différences entre adultes déjà, quoi, mais chez les enfants ça prend énormément de temps à se développer. Et vraiment avant 10-13 ans comme ça, ces mécanismes-là sont pas encore super au point. Une chose intéressante, c'est qu'on peut faire ce genre de test sur d'autres espèces. Et donc il y a une étude récente. Je vous la signale parce que c'est quand même assez rare d'avoir des études pareilles, quoi. Ils ont testé 32 espèces animales sur 2 tests. Alors celui de gauche c'est le test A non B, donc s'il y a parmi vous des piagétiens, vous connaissez ce test. Piaget avait fait cette observation assez stupéfiante en fait, que quand il cachait un jouet sous un oreiller et l'enfant de 10 mois ou moins de 10 mois, bon bah il va chercher le jouet sous l'oreiller, donc il le ressort, il le remet sous l'oreiller, l'enfant va chercher le jouet sous l'oreiller. Au bout de la 3e fois, comme ça, il cache le jouet sous l'oreiller, il le ressort devant les yeux de l'enfant et il le met sous un autre oreiller qui est juste à côté. Que fait l'enfant avant 10 mois? Il va chercher dans l'oreiller d'avant en fait, bien qu'il ait vu très clairement qu'il n'est pas à cet endroit et qu'on l'a déplacé. Donc ça c'est un truc quand même, c'était assez bizarre. Donc, Piaget naturellement, comme c'était une sorte de génie comme ça, il ne s'est pas dit ah tiens c'est des enfants, ils sont stupides, ils font des erreurs grotesques. Non, il s'est dit mais c'est dingue ça, il doit quand même y avoir une raison pour ça. Et bon, alors des raisons, il y en a une dizaine en compétition qui sont avancées, c'est pas encore très clair pourquoi les enfants font l'erreur dite A non B. Donc on fait ça avec les animaux, hein. On cache un truc, une friandise dans la boîte A, donc l'animal voit ça, là ils avaient des oiseaux, des éléphants, des chiens, tout un tas d'espèces de primates différents, 32 espèces d'ordres différents, essentiellement des mammifères et des oiseaux. Il n'y avait pas de reptiles là-dedans, je crois que c'est assez difficile de faire de la recherche avec des reptiles. Et donc on leur donne un score comme ça à ce test. Hein. Je sais pas, ils avaient pas mal de spécimens de chaque espèce, donc c'est le pourcentage de chaque animal qui réussit ce test. C'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont chercher dans la nouvelle boîte, là où ils ont vu que la friandise était. Mais il y a plein d'animaux qui font l'erreur à l'enlever, comme les enfants de moins de 10 mois. Le test du cylindre, c'est aussi un test d'inhibition, parce que c'est un test d'inhibition, en fait, vous ne devez pas aller dans le même endroit qu'avant, vous devez changer de comportement et aller dans la nouvelle cachette. Le test du cylindre, c'est un peu différent, vous cachez une friandaise devant les yeux de l'animal ou de l'enfant dans une boîte, et l'animal ou l'enfant va chercher la friandise dans la boîte puisqu'il a vu où elle était cachée. Donc on fait ça 3-4 fois, à chaque fois il va dans la boîte comme ça. Alors, au bout d'un moment on enlève cette boîte, on ramène une boîte totalement semblable, sauf qu'elle est transparente, donc on voit la friandise dedans. Alors, que font beaucoup d'animaux quand ils font ça, quand ils voient ça? En fait, ils essaient d'attraper la friandise directement, et donc ils se heurtent au plexiglas à boîte. Pour attraper la friandise, ils doivent en fait persévérer, ils doivent faire comme avant, ils doivent la chercher par en haut, comme ça. Donc vous noterez que c'est le même mécanisme psychologique d'inhibition, vous ne devez pas faire quelque chose, simplement dans le premier test on doit inhiber une réponse préenregistrée en quelque sorte, et dans le second test on doit persévérer dans la réponse d'avant. C'est pas parce que la boîte est transparente qu'on peut attraper la friandise. Bon. Alors je sais, on ne voit pas très bien les graphiques d'en bas. Alors il se trouve qu'avec toute cette population d'animaux, le succès dans ces tâches-là corrèle même très bien avec le volume de la boîte crânienne, quoi, la taille du cerveau
prédictive du succès dans ces tâches-là, probablement d'ailleurs du lobe frontal qui c'est cette région impliquée dans l'inhibition chez l'humain. Ça corrèle aussi très bien avec la variété de l'alimentation, qui est peut-être une piste intéressante. C'est un signe de flexibilité mentale, en tout cas pour nos ancêtres, d'aller chercher un autre type de nourriture, par exemple quand il n'y a plus un autre tel ou tel type de nourriture, donc on s'adapte. Et d'autre part, la variété de l'alimentation peut-être contribue aussi à la consommation en fait en énergie du cerveau. C'est un des grands drames de l'intelligence, si vous voulez, c'est que plus vous avez un gros cerveau, plus il consomme de l'énergie. Donc chez l'humain, c'est à peu près 20% du glucose qui y passe. Hein. C'est une sorte de gros consommateur d'énergie et qui peut bénéficier comme ça peut-être d'une alimentation variée. Donc voilà, ça c'était pour l'évolution du contrôle de soi. Donc, pour aller vite, hein, c'est quelque chose qui semble très spécifique à l'être humain. En tout cas, dans sa forme la plus bizarre, enfin ça paraît incroyable à dire, quoi, mais on est la forme la plus aboutie de contrôle de soi sur Terre. On dirait pas, mais c'est ce que montre en tout cas cette recherche. Bon, alors j'en viens maintenant à l'autre facette de la sagesse. Hein. Ça c'était pour les enfants. Je pense que l'inhibition explique très largement, enfin permet disons de résumer en gros ce qu'on attend d'un enfant sage, c'est qu'il soit capable d'inhiber son comportement, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il est sur le point de faire une bêtise et qu'il ne le fasse pas. Ce serait l'idéal. C'est l'enfant sage est donc capable d'inhiber et de contrôler son propre comportement. Bon, l'image que je vous ai passée du vieux sage dans son bouquin, comme ça, on comprend bien que c'est pas une simple question d'inhibition et de contrôle de soi qui fait de lui un vieux sage. Donc il faut explorer d'autres aspects du comportement humain et voir où ça nous mène peut-être en termes cérébral. Là, je vais entrer un peu dans les considérations psychologiques sur la définition de la sagesse en psychologie et donc non pas en philosophie. Mais il se trouve qu'il existe une psychologie de la sagesse, hein, il y a peu de gens qui travaillent là-dessus, mais il y en a quelques-uns sur la notion de sagesse et ce qu'on peut en faire. Voilà. À ce compte, on considère souvent que la sagesse est une forme d'aboutissement. Alors j'aime bien cette citation, ce fameux, un grand philosophe, hein, un homme d'une grande sagesse d'ailleurs, qui exprimait bien cette idée d'aboutissement. Vous savez, pareil que Sylvie Vartan a encore fait des progrès, j'irai l'écouter à la fin des progrès. Est-ce que la sagesse est vraiment une sorte d'aboutissement? Et si ça se trouve, c'est quelque chose qui est une sorte d'illusion, hein, c'est une sorte de but à atteindre, mais la sagesse n'existerait pas en tant que telle, ce serait juste une sorte de marqueur comme ça, un idéal à atteindre. Mais quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que la sagesse ou qui est sage, vous obtenez généralement des réponses dans ce genre-là. Ça, c'est des sages chez les gens. Donc, c'est des personnes relativement âgées. Bon, c'est des hommes, naturellement. Ils disent, voilà, c'est ça l'image de la sagesse quand vous demandez aux gens. Dans des domaines très différents, d'ailleurs, les uns des autres, mais dans l'ensemble, il semblerait qu'il y ait une sorte de superposition entre le concept de sagesse et le concept beaucoup plus à la mode de leadership. C'est des leaders d'opinion dans le fond et tous des activistes à leur manière qui sont considérés comme des hommes sages. Alors vous demandez plus de détails aux gens, on dit d'accord, bon, et puis qu'est-ce qui fait un homme sage, qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un de sage? Là, les réponses que vous obtenez, c'est quelque chose comme un niveau exceptionnel d'expérience, de pragmatisme, de compréhension, de savoir, de compétences, de qualité de jugement, de communication, d'empathie, la diplomatie, la sociabilité, et aussi des qualités exceptionnelles de raisonnement, la sagacité, la perspicacité, une largesse d'esprit. Donc vous avez toute une sorte de catalogue comme ça de vertus, dans le fond, hein, de qualités humaines, et qui sont censés former ce que c'est que la sagesse. Alors le drame, quand vous donnez ça à un psychologue, hein, donc vous interrogez les gens dans votre laboratoire là-dessus, vous obtenez une liste de compétences, et ensuite vous en faites un modèle, et ça donne généralement des choses comme ça, quoi. C'est des espèces d'abominations comme ça, un truc où on essaie d'intégrer en fait tout ce qui
tout ce qui relève quoi, de la sagesse et comment on pourrait l'étudier, et qu'est-ce qui fait que des gens sont sages et d'autres pas, quels sont les précurseurs de la sagesse, quelles sont les conséquences de la sagesse, etc. Donc, vous avez des modèles assez sophistiqués qui essayent d'englober toutes ces notions. Donc, pour ce modèle en particulier, celui qui est un des plus influents de Paul Baltes, qui est quelqu'un qui étudie les gens sur la vie, quoi. Donc il s'intéresse beaucoup aux différences entre les âges, et donc la notion de sagesse, il a pu l'étudier, pour ainsi dire, à travers les âges. Il a 5 critères pour la sagesse. Un, c'est des critères qui concernent votre connaissance de la vie en général. Hein. Donc c'est des connaissances factuelles sur ce que c'est que la vie, ce que c'est que d'être un homme dans le monde, bon, des connaissances procédurales, c'est-à-dire comment se débrouiller dans la vie, qu'est-ce qui est juste à faire, etc. Et des notions plus spécifiques comme une certaine capacité à contextualiser la vie humaine, faire la différence entre un adolescent, un jeune enfant, un jeune adulte, etc. Les différents stades de la vie, le développement humain. Bien connaître et comprendre ces choses-là, ça ferait partie de la sagesse. La relativité des valeurs aussi, comprendre que les gens n'ont pas nécessairement la même notion de ce qui est bien, bon, juste, beau, etc. Et le plus important, à mon avis, c'est une certaine compréhension de ce que c'est que l'incertitude, puisque on n'est pas capable de prévoir l'avenir. Et donc on est dans l'incertitude. Donc la personne sage arrive d'une certaine manière à intégrer cette notion d'incertitude dans sa compréhension de la vie humaine. Alors que d'autres gens sont paniqués par cette idée d'incertitude. Ah, qu'est-ce que ça va être dans 2 ans, comme ça, etc. Les économistes sont évidemment paniqués parce qu'ils ne savent pas si ça va bouger, descendre, etc. Donc une personne sage ne s'inquiète pas à propos de l'incertitude, elle l'intègre dans sa compréhension. Donc ça, c'est le modèle avec des critères. Maintenant, comment on fait pour décider si quelqu'un est sage ou non? Alors c'est comme des tests d'intelligence, on fait des tests de sagesse, ça existe. Mais les tests de sagesse, on pose aux gens des questions de ce genre-là. Hein. Donc quelqu'un reçoit un coup de téléphone d'un ami qui lui confie vouloir se suicider. Que faut-il prendre en considération dans une telle situation? Voilà, donc on met le micro, le type répond. Ensuite, un stagiaire ou quelqu'un va transcrire la réponse, va le mettre dans un ordinateur. Et un panel de juges qui ont été entraînés à juger selon les critères que je vous ai montrés avant, vont donner une note de sagesse à cette réponse. D'accord? Donc on obtient une sorte il n'y a pas de terme comme QI ou comme ça, donc c'est un quotient de sagesse si vous voulez. Alors, je vous montre un exemple, j'ai laissé en anglais parce qu'il est dans l'original comme ça. Donc une fille de 15 ans veut se marier là tout de suite comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Bon, la personne répond et les auteurs nous donnent 2 exemples d'une réponse de faible sagesse. Donc la personne a une faible sagesse, elle dit quoi? Elle a 15 ans puis elle veut se marier? Ah non, pas question alors, pas du tout, non ça va pas. Bon. Et en fait, il ne sort pas de là, quoi. Non, c'est pas juste, c'est pas bien, etc. La personne avec un grand score de sagesse dit ok, on a une sorte de problème, là voyons voir ce qu'il en est, et dit d'accord, bon, en général c'est pas bien de se marier à 15 ans, c'est pas une très bonne idée, mais peut-être qu'il y a des situations, hein, je sais pas, une sorte d'éclair de génie comme ça, il dit peut-être cette jeune fille a une maladie terminale, elle va mourir, donc elle peut se marier, ça lui vient tout de suite à l'esprit, hein, comme ça, c'est une possibilité, oui. Ou peut-être qu'elle vient de perdre ses parents, et du coup elle pourrait se marier, quoi, comme ça, pourquoi pas. Peut-être que, alors là encore autre éclair de génie, peut-être que cette fille vient d'une autre culture, d'un autre endroit, et peut-être même que cette fille vient d'une autre époque. On n'a pas dit dans la question qu'il s'agissait d'une fille là, comme ça, du 21e siècle. Si ça se trouve, c'est une fille du Moyen-Âge, comme ça, elle a 15 ans, elle veut se marier. Et donc à ce moment-là, ça changerait la donne, naturellement. Bon, etc. Et donc, je ne sais pas s'il faut considérer cette réponse comme d'une grande sagesse, mais l'idée est que la personne prend des points de vue différents, et vous noterez qu'elle inhibe la réponse immédiate qui est de dire « Ah non, c'est pas bien, ça, c'est comme... » Il réfléchit, quoi, il essaie d'aller au-delà, d'évaluer diverses perspectives. Ok, donc, qu'est-ce qu'on constate quand on fait on fait un test de sagesse, et on fait plein d'autres tests d'intelligence, etc. Premièrement, on constate que ça n'a quasiment rien à voir avec l'intelligence telle qu'elle est mesurée par le QI. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la personnalité non plus, bien que la personnalité, hein, je vous montre ici, là,
l'interface entre la personnalité et l'intelligence, donc des choses comme la créativité, l'intelligence sociale, des choses comme ça, c'est ce qui, disons, est le plus associé à la sagesse. Mais ça explique peu du score global de la sagesse. Baltes, dans ses recherches, trouve que l'âge n'a strictement rien à voir avec les scores de sagesse. Et il trouve que donc il bat en brèche complètement ce préjugé. Ses recherches, par exemple, il montre ici, donc sur le tableau à gauche, vous avez ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est je vous donne un mot, je donne le mot éléphant, et je vous dis, remettez-moi les lettres du mot éléphant dans l'ordre alphabétique. Donc ça c'est de la mémoire de travail parce que vous devez garder le mot dans la tête, aller chercher les lettres les unes après les autres, vous vous rappelez où vous en êtes, les mettre dans l'ordre comme ça. Ça décline à partir de 30 ans, hein, comme ça je j'essaie de vous le dire, mais vous voyez, voilà, c'est vraiment voilà quoi. Donc ça c'est un truc qui décline, ça s'appelle l'intelligence fluide, ça demande des ressources mentales importantes. Bon, dans le fond c'est un truc assez biologique quand même, ça décline avec l'âge quoi, avec le déclin du cerveau malheureusement. En revanche, la sagesse reste relativement stable, ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, donc la capacité de raisonnement, de jugement, etc. Ça, c'est remarquablement stable. C'est pas influencé par l'âge. Donc, vous trouvez quand même des personnes âgées remarquablement sages parce qu'elles ont en plus de ça tout un tas d'expériences de la vie, comme ça que naturellement on ne peut pas accumuler quand on a 15 ans ou 16 ans, hein, on n'a tout simplement pas eu assez d'expérience. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais peut-être aller un peu plus vite. Ah, une demi-heure? Ok. Alors, je voulais sauter ça, mais je vous le laisse. Alors, c'est encore un autre modèle de sagesse. Celui-là, c'est celui de Robert Sternberg. C'est un chercheur en psychologie qui s'intéresse à tout un tas de choses assez passionnantes, comme l'amour, la créativité. Il fait des triangles pour tout, il aime les triangles, il fait des triangles comme ça, voilà. Et donc, dans son modèle de la sagesse, inclut donc ce qu'il appelle les connaissances tacites. Les connaissances tacites, c'est ce que vous avez, enfin, c'est des connaissances que vous avez du mal à exprimer ou à expliquer parce que vous ne savez même pas vraiment que vous les savez. Donc c'est une sorte d'intuition que les gens ont. Donc vous avez ces connaissances tacites qui sont mises au service d'intérêts. Et c'est des intérêts personnels, les vôtres naturellement, mais qui équilibrent aussi, c'est un modèle d'équilibriste, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est le Balance Theory of Wisdom. Et donc il équilibre les intérêts personnels, les intérêts interpersonnels et les intérêts extrapersonnels. Donc les intérêts interpersonnels, c'est vos proches, votre famille, vos amis. Les intérêts extra-personnels, c'est votre club, votre ville, votre pays, le monde, Dieu, enfin c'est tout le reste, les intérêts extra-personnels. Donc si vous arrivez à équilibrer les intérêts de tout ce monde-là, vous êtes en bonne voie vers la sagesse, mais il faut en plus que vos choix, vos décisions soient équilibrés pour le court et le long terme. Hein. Donc c'est pas très sage non plus d'agir que pour le court terme, naturellement. Il faut équilibrer le court et le long terme. Il faut aussi faire en sorte que l'environnement et le contexte correspondent à votre choix, votre décision pour qu'elle soit sage. Et donc pour ça, il faut apprendre à sélectionner des bons environnements, les changer le cas échéant, ou si nécessaire, s'y adapter, si vraiment il n'y a pas d'autre moyen. Tout ça en vue du bien commun. Et naturellement, tout ça pourrait être une entreprise détestable ou maléfique. Donc il faut qu'il y ait des valeurs insufflées dans tout ce modèle. Sans ça, naturellement, on ne parlerait pas de sagesse, quoi. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit moral. Donc vous avez ce modèle où tout ça est censé tenir ensemble pour faire de vous une personne sage. Et donc ça c'est les modèles intégratifs en psychologie qui s'évertuent au fait à définir un concept en ajoutant bout à bout tout un tas d'autres concepts. Le problème pour la sagesse, c'est qu'on a à peu près tout, au fait. Disons, c'est assez déprimant hein, si on veut faire une science de la sagesse un jour, c'est qu'il faudrait tenir compte des connaissances des gens, de leur personnalité, de leurs émotions et de leur bien-être, parce qu'une personne sage, naturellement, n'est pas quelqu'un de stressé ou d'angoissé comme ça. Une personne sage, elle est cool. Donc il faut en plus qu'il y ait ça.
Alors, il y a les vertus éthiques et cognitives, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit une morale, et les vertus de créativité aussi, puisque la personne sage aboutit à des solutions naturellement que les autres gens n'auraient pas pu trouver eux-mêmes. C'est pour ça qu'on va voir le vieux sage, peut-être qu'il a une meilleure idée que l'alcoolique du village, quoi. Il va aboutir à une idée créative. Il faut qu'il soit sociable aussi, parce que il peut être une sorte d'ermite, un peu comme ça, mais néanmoins, il doit comprendre les gens, il doit pouvoir avoir un certain sens de la diplomatie, du tact, des choses comme ça. Mais bon, c'est bien si le sage, il prend des décisions et des actions, quoi. Il se passe quelque chose, parce que, si vous voulez, c'est pas le philosophe qui rumine dans son coin, puis qui dit « Ah ouais, je vais faire un bouquin, on verra après », comme ça. Non, il doit agir avec efficacité. Il y a un certain sens de la transcendance, parce qu'il est capable d'aller au-delà, disons, de ses propres intérêts personnels. Il y a quelque chose qui est assez peu avancé dans la recherche. Il y a quand même un ou deux chercheurs qui ont remarqué quand même que la notion d'humour pouvait être intéressante dans la sagesse, puisque l'humour permet de déminer une situation grave, de prendre un autre point de vue, etc. Donc l'humour pourrait être une composante importante de la sagesse. Et tout ça, disons que dans un cadre général, c'est-à-dire que le sage, il ne doit pas être sage uniquement pour un domaine particulier. On ne dirait pas que l'entraîneur de l'équipe de football de votre village est sage peut-être qu'il l'est pour son équipe, il prend des bonnes décisions, mais le sage, c'est plus général, il doit être sage pour à peu près tout, en fait, pas pour un domaine particulier, il doit être flexible, s'adapter, et surtout, il doit être efficace et frugal, c'est-à-dire que les solutions qu'il propose, elles sont simples. Si vous voulez, c'est un peu le contraire de la diplomatie internationale, géopolitique. Le sage, il aboutit à quelque chose de simple, il dit on va faire ça, tac, tac, et voilà, quoi. Et on aboutit à des définitions. Alors, je n'ai pas encore parlé de définition, je vais les garder un peu pour maintenant. La sagesse est conçue comme la parfaite intégration de l'esprit et de la personnalité en vue du bien commun. C'est un programme déjà. Ou, en termes plus techniques, la sagesse est une méta-heuristique pour une pragmatique de la vie. C'est-à-dire, méta-heuristique, c'est un terme un peu savant pour dire que c'est une connaissance de la vie en général. Vous avez des gens, ils ont une connaissance pour les échecs, d'autres, ils ont des connaissances pour la cuisine antillaise. Bon, il y a des gens, ils ont une connaissance pour la vie en général, c'est leur spécialité, c'est des spécialistes de comment mener sa vie, comment être heureux, etc. Ça vous permet d'avoir une bonne pragmatique de la vie. Voilà. Tout ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'on appelle des vertus. Alors, on distingue aujourd'hui les vertus éthiques, les vertus cognitives, mais c'est parfois difficile de les distinguer. Mais donc, il y a les vertus d'honnêteté, de sincérité, de patience, d'impartialité. Les vertus cognitives qui sont plus intellectuelles concernent plutôt la sagacité, la perspicacité, mais aussi la détermination, l'humilité. Donc, une preuve de sagesse, c'est de reconnaître qu'on a tort de temps en temps. C'est aussi un élément qui compte. Et donc, tout ça, c'est des connaissances de la vie et des gens. Et plus particulièrement des connaissances c'est de la psychologie, donc c'est des connaissances de la pensée, de comment fonctionne l'esprit humain, que pensent les gens, etc. Et donc, la sagesse, c'est la capacité de penser sur la pensée. C'est ce qu'on appelle techniquement la métacognition. Et quand vous demandez aux gens de penser aux pensées d'autres gens, à quoi pense Jean en ce moment, à quoi avez-vous pensé avant-hier, quand vous pensez sur des pensées, plutôt que sur une chaise ou une cafetière italienne. Donc, vous pensez sur des pensées, ça active une région assez spécifique du cerveau qui est le cortex frontal médian, donc c'est à peu près par là au milieu, et qui était aussi impliqué, je vous ai montré avant, dans l'inhibition. Donc on a une sorte de congruence comme ça, de ces capacités de contrôler en fait son comportement, de contrôler sa pensée, ça passe par ces régions-là. Donc un exemple de métacognition nous vient du petit chaperon rouge, donc le fameux conte, qui peut être étudié au laboratoire pour, dans un but scientifique. En fait, je vous fais l'expérience rapidement. Hein. Donc, enfin, je vous raconte pas le petit chaperon rouge, je pense que vous connaissez, mais il y a un passage clé du petit chaperon rouge où donc le lion, le loup, naturellement, est dans la maison de Mère Grand. Il est arrivé avant le petit chaperon rouge, donc il a réglé son compte à la grand-mère et il occupe son lit. Et il attend que le petit chaperon rouge arrive.
L'enfant sait ça, puisqu'il écoute l'histoire, donc on lui raconte l'histoire, donc il sait que le loup, il est là en train d'attendre. Le petit chaperon rouge arrive, il frappe pas là, enfin il frappe pas, il fait son truc, là il y a un code, je crois, comme ça, il tire la chevillette, machin. On arrête là, enfin un arrêt sur l'image, et vous noterez que l'enfant qui écoute l'histoire, il sait que le loup a mangé la grand-mère. Mais le petit chaperon rouge, non. Elle vient d'arriver, elle n'est pas au courant. Et donc se pose la question, est-ce que l'enfant est capable de faire la différence entre ce que lui il sait et ce que le petit chaperon rouge sait. Donc on lui demande tout simplement, quand le petit chaperon rouge entre dans la maison de Mère Grand, croit-elle que le loup est dans le lit ou que Mère Grand est dans le lit? Bon, on fait ça avec des petits mannequins comme ça, donc c'est des enfants assez jeunes comme ça. Donc il se trouve que jusqu'à 4 ans, la plupart des enfants se plantent, donc ils attribuent leur propre croyance au petit chaperon rouge, ils n'arrivent pas à distinguer les deux, et donc ils pensent que le petit chaperon rouge, il sait, comme eux, que le loup a mangé la grand-mère. Plus intéressant, on pose une autre question, même situation, quand le petit chaperon rouge entre dans la maison de Mère Grand, est-ce qu'elle a peur? Et donc là, vous vous dites, si vous faites juste à la première question, vous devrez faire juste à la seconde. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, à partir de 4 ans, quasiment tous les enfants font juste à la première question, mais il y en a plein qui se plantent encore, et jusqu'à 8 ans pour la deuxième. Ce qui suggère qu'il y a, des lignes développementales séparées pour la cognition dite sociale en général et la cognition dite émotionnelle. Donc, même si on sait que le petit chaperon rouge ne sait pas, on peut quand même lui attribuer nos émotions et notre peur. Donc il faut distinguer cette forme d'empathie émotionnelle d'une forme d'empathie plus intellectuelle. Et ça, on l'a démontré dans cette expérience sur la base du petit chaperon rouge, sans neuroimagerie, sans scanner à 3000 balles et sans Human Brain Project à 1 milliard d'euros. Voilà. Alors je poursuis un peu sur ça suggère aussi qu'il y aurait deux types de sagesse, hein, tout ça. Une sagesse générale, c'est-à-dire une connaissance sur la vie et de la sagesse, et une sagesse personnelle qui serait plus, disons, directement, personnellement impliquée. Donc cette sagesse à la troisième personne implique une forme de détachement. Vous êtes capable d'envisager une situation en vous extrayant vous-même de cette situation, ce qui est souvent difficile à faire, bien sûr, de penser froidement et rationnellement sans vous impliquer dans la situation. Sagesse personnelle, vous êtes en première personne et vous êtes complètement impliqué dans la situation. Et donc ça, c'est apparemment, il y a une recherche qui a montré qu'en modulant cette perspective, soit en première personne, soit en troisième personne, vous obtenez des jugements, enfin des scores de sagesse différents quand vous devez résoudre un problème. Si on vous demande de donner une solution, par exemple à la jeune fille qui veut se marier à 15 ans, on lui dit imaginez que c'est votre propre fille et vous devez lui parler. Et dans d'autres conditions, on dit aux gens imaginez que cette fille habite en Islande et vous êtes aux États-Unis et vous devez régler cette situation de loin comme ça. Moins vous êtes impliqué dans une situation personnellement, plus vos scores de sagesse semblent forts. Donc ça c'est juste une étude, mais ça peut être une perspective intéressante. Ce qui suggère encore une fois que la présence de soi-même dans le raisonnement, dans les émotions, dans la sagesse en général, est en fait un obstacle. Enfin, c'est assez dramatique parce qu'on ne peut pas non plus s'extraire de soi, on est un peu condamné à être nous-mêmes, mais on officie comme une sorte d'obstacle pour le développement de notre propre sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez astucieusement démontré en psychologie sociale par exemple, notamment avec l'effet mieux que la moyenne, qui est un truc assez marrant quand vous demandez aux gens si, d'après eux, est-ce qu'ils conduisent bien ou conduisent pas bien, comme ça, vous mettriez où dans la moyenne, en dessous de la moyenne? Bon, vous avez 85% des gens qui pensent être meilleurs que la moyenne. Vous vous apercevez tout de suite qu'il y a une sorte de problème statistique. C'est pas possible. C'est pas possible qu'autant de gens soient meilleurs que la moyenne. Et c'est un truc, ça s'appelle l'effet mieux que la moyenne. Enfin, quand 85% des profs estiment être meilleurs que la moyenne des profs, oui, en fait, il y a 90% des gens estiment être plus modestes que la moyenne. Ça, c'est ma préférée. Je suis beaucoup plus modeste que la moyenne des gens. Ça, c'est l'effet mieux que la moyenne qui comment expliquer ça en fait
L'idéal, ce serait en fait de vraiment tester les gens, quoi. Parce que si ça se trouve, ils sont meilleurs que la moyenne, donc il faudra les tester dans ce qu'ils disent. Et donc, second effet, l'effet dit de Dunning-Kruger, c'est un truc assez cruel hein, qu'ils ont montré comme résultat. Donc je vous le résume, hein, c'est un peu... Enfin, ouais, le tableau est tout simple en fait. La ligne rouge ici, c'est la performance des gens. Donc, performance, là en l'occurrence c'était un test de logique, il y avait aussi un test de grammaire, comme ça. On fait passer un examen aux gens, on leur donne une note. Et donc vous avez des gens, ils sont dans le quart inférieur, et il y a des gens qui sont dans le top quart, comme ça. Donc, vous avez 100 personnes, vous en avez 25 qui sont là, 25 qui sont là, etc. Donc ça c'est complètement trivial, hein, c'est juste ce qu'on appelle une distribution linéaire, quoi, des performances des gens à un test qui prouve que le test il est bien fait parce qu'il y a des nuls, il y a des bons. Bon. Observez ce qui se passe quand on demande aux gens, d'après vous, vous avez fait quoi comme résultat à ce test, avant de leur donner les résultats. Donc là immédiatement vous avez l'effet mieux que la moyenne. Tout le monde estime être au-dessus de 50%. Ils sont tous là, quoi. Cette histoire d'effet mieux que la moyenne est totalement indépendante de votre parti politique. Comme ça, je veux dire, ça vaut aussi pour les jeunes socialistes. Hein. Il y a aussi des... C'est pas possible que tout le monde soit meilleur que la moyenne, ça n'a pas de sens. Bon, petite parenthèse. Observez ce qui se passe chez les plus mauvais. Chez les plus mauvais, c'est là où on a la plus grande différence entre la performance à un test et l'estimation de sa propre performance. Observez ce qui se passe chez les meilleurs tendent à sous-estimer un poil leur performance. Ils se disent, en gros, c'est pas possible que tout le monde soit aussi nul. Et donc, ils se mettent pas au top, ils se mettent un peu au-dessous, quoi. Tandis que les nuls, ils se mettent largement au-dessus de leur performance réelle. Bon, d'un côté, ils ne peuvent pas sous-estimer leur performance, parce que c'est déjà les pires. Donc on s'attendra à ce qu'ils la surestiment un peu, quoi. Et donc, la conclusion, et ça c'est une leçon qui pourrait vous... Enfin, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup servi. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses. Parce que les personnes incompétentes ne s'aperçoivent pas de leur incompétence. La raison, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, puisqu'ils manquent de la compétence dans un domaine donné, ce qui fait qu'ils sont nuls dans ce domaine, mais privés de cette compétence, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour s'apercevoir qu'en fait, ils n'ont pas cette compétence. Alors, ça vaut pour certains domaines, hein. Comme je dis à mes étudiants, souvent, moi, je suis assez nul en saxophone et en saut à la perche. Enfin, en fait, j'ai jamais fait de saxophone et de saut à la perche. Si je devais m'essayer à ces disciplines, il y a peu de chances que je surestime mes performances. On verrait immédiatement le résultat désastreux et je serais bien forcé de l'admettre. Donc c'est pour des trucs comme la grammaire, peut-être les connaissances générales, des choses comme ça que se manifeste l'effet Dunning-Kruger, peut-être aussi le management. Enfin bon, je vous laisse développer ça. Alors, je vais aller un peu plus vite là, je saute ça. Voilà, ça c'est juste un test de logique. C'est pour illustrer en fait que une forme de rationalité n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça je l'ai déjà dit avant, mais je trouve que c'est important pour cette question de sagesse où on attend des gens sages qui prennent une décision juste dans le fond, pas juste créative ou imaginaire, mais c'est juste. Donc j'ai fait ce test à des centaines de personnes. Ce test a été fait dans des universités américaines. Tout le monde se plante, hein, je vous le dis tout de suite. Donc Paul achète une table basse et une plante pour 120 francs. La table coûte 100 francs de plus que la plante. Combien coûte la plante? Donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander comme ça. Je sais que tout le monde se plante, puisque je l'ai déjà fait plein de fois. À peu près 80-90% des gens se plantent à ce truc, y compris des mathématiciens du MIT à Boston. C'est faux en fait, la plante ne coûte pas 20 francs comme vous avez envie de le dire, hein. Tout le monde a envie de dire ça. Vous pouvez faire le calcul, la plante ne peut pas coûter 20 francs en fait, je vous passe les détails de cette démonstration, mais quand vous comparez les résultats à ce test à l'intelligence, au score du QI des gens, vous constatez qu'il n'y a quasiment aucun lien en fait. C'est pas lié à l'intelligence en tant que telle. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à une certaine forme de rationalité, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler une forme de sagesse, qui ne se mesure pas par les tests d'intelligence. Et la meilleure manière de s'en convaincre, c'est de... Alors là, il y avait Gustave Flaubert, mais vous savez qui c'est. Et Gustave Flaubert disait « La bêtise consiste à conclure ».
Notamment, il y a tout un livre qui est exclusivement centré sur la bêtise, Bouvard et Pécuchet, son dernier livre, inachevé, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu, qui est une sorte de compendium de la stupidité humaine, qui est absolument fascinant, quoi, parce que Flaubert était convaincu que la stupidité n'avait strictement rien à voir avec l'intelligence, et d'ailleurs, une des grandes joies de sa vie, c'était d'aller pêcher des stupidités proférées par des gens intelligents. Et donc, il allait chercher dans les livres, et il les notait comme ça, il notait des stupidités, vous pouvez aller voir ses archives, elles sont toutes disponibles sur Internet, maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle page, il avait plein de textes, ils sont tous scannés, et vous lisez dans la marge des points d'exclamation, et c'est à mourir de rire, en fait. Il pêchait comme ça des stupidités dans des textes techniques, des machins d'agriculture, des trucs de philosophie, d'histoire, d'architecture. Donc la bêtise consiste non pas à mal raisonner, mais à conclure trop abruptement. C'est pour ça que la bêtise n'est pas le contraire de l'intelligence. La bêtise, c'est le contraire de la sagesse. Et il y a tout un modèle pour expliquer ça, qui est celui de Salovitch, mais je vais faire l'impasse là-dessus parce que j'ai quand même un peu envie de finir. Mais disons que c'est un modèle qui distingue l'intelligence d'une forme de rationalité qui est au sommet, où on trouve des différences individuelles qui n'ont strictement rien à voir avec l'intelligence. Et ça, c'est quoi? C'est des choses comme l'ouverture d'esprit, l'évaluation des probabilités, qui est quelque chose d'assez difficile à faire. Est-ce qu'il va pleuvoir? Je prends mon parapluie, etc. Genre, tout ce qui est statistique, probabilité, comme ça, c'est très difficile pour les gens, et c'est pas lié à l'intelligence. La prise en compte de possibilités alternatives, etc. Et tout ça ne fait pas partie de l'intelligence. D'une certaine manière, soit vous l'avez, soit vous devez l'apprendre d'une certaine manière. C'est là que peut-être le rôle d'éducateur entre en compte, c'est-à-dire pas rendre les gens intelligents, mais de leur donner une sorte de software, d'outils à mettre dans leur cerveau pour gouverner et guider tout ce qui est intelligence, puissance cognitive, mémoire de travail, tous ces machins qui sont très inhibition, ces choses-là sont très biologiques, elles sont très cérébrales si vous voulez. Mais tout ce qui est du registre de la sagesse et de la rationalité, ça ne semble pas être tout à fait la même chose. Ça semble plutôt être des modes de pensée, des modes d'utilisation, si on veut, du cerveau. Et là, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Bon, c'est à la mode la plasticité cérébrale, mais et je voulais juste ajouter quelques sarcasmes là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Et sinon, parce que le cerveau est plastique tout le temps, c'est pas une sorte de piste très intéressante. Si votre cerveau était complètement figé, vous ne pourriez pas bouger, vous ne pourriez pas apprendre, vous ne pourriez pas voir quoi que ce soit. Donc oui, le cerveau est plastique, bien sûr, c'est quelque chose qui est évidemment souhaitable. On peut entraîner la métacognition à l'inhibition. Je ne suis pas sûr que ça marche, honnêtement. Les recherches ne sont pas très prometteuses de ce côté-là, mais disons que ça ne coûte rien d'essayer, probablement. On peut entraîner les gens à penser sur leurs pensées, penser sur leurs erreurs, etc. On peut développer des styles cognitifs, voir ce que ça donne si on demande à des gens d'explorer d'autres hypothèses, des choses comme ça. Hein. Ça peut s'enseigner. Je suggère d'utiliser la fiction, parce que la fiction est déjà une forme d'expérimentation sur l'esprit humain. Donc on peut se référer à des textes classiques, comme ceux que j'ai montrés au début, là, pour avoir des enseignements sur la vie. Donc, on dit souvent qu'il y a une grande sagesse dans la littérature. Eh bien, c'est certainement vrai. Cette notion de distance psychologique est intéressante aussi, de prendre du recul sur soi-même, essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, cette histoire de fille de 15 ans, essayer de se mettre à sa place, c'est déjà un premier pas quand même. Et aussi, il y a l'idée assez à la mode en ce moment, en fait, de travailler en groupe pour favoriser une forme de dialectique du raisonnement. C'est-à-dire que quand on raisonne à plusieurs, on fait moins le truc. Paul achète une table et une plante pour 120 francs. Si vous êtes 3 à le faire, le taux d'erreur descend à quasiment moins de 10%, comme ça. Quand vous êtes tout seul, tout le monde se plante à 90%. Il suffit d'être en groupe pour réaliser ce test correctement. Et donc c'est une méthode sans doute pratique et sautable, mais probablement il y a des méthodes, des stratégies pour la mettre en place. Et voilà, je vais m'arrêter là, c'était ma dernière slide, donc je vous remercie.